Nous voici dans l'onglet Données. Dans l'onglet Données, on va renseigner tout ce qui correspond à la situation personnelle et par rapport aux biens immobiliers, aux dépenses qu'on va engager dans le bien immobilier. Donc on a les revenus d'activité, c'est le net imposable qu'il faut aller trouver sur le dernier avis d'imposition, l'augmentation annuelle du revenu d'activité, le nombre de parts fiscales, si vous êtes déjà LMP, si vous êtes déjà inscrit au RCS, et si vous comptez adhérer ou si vous adhérez déjà à un centre de gestion agréé. Par rapport aux biens immobiliers, on va faire un rappel ici du prix d'acquisition, des frais de notaire, des travaux financés par le prêt, d'autres dépenses amortissables, d'autres dépenses non amortissables. Les dépenses amortissables, c'est ce que vous allez devoir rajouter que la banque n'a pas payé dans tout ce qui est literie, les gros électroménagers, c'est toutes les factures de plus de 600 € qui ajoutent de la valeur à l'appartement. Les autres dépenses non amortissables, c'est les factures de moins de 600 € ou bien les factures de plus de 600 € qui ne sont pas amortissables, c'est-à-dire qui n'ajoutent pas de valeur à l'appartement, comme par exemple les frais de formation. L'autre charge mensuelle, les autres charges mensuelles, elles sont rappelées ici. Charge annuelle, c'est charge mensuelle x 12. Le loyer mensuel, charge comprise. On a ici la vacance locative. Vous allez paramétrer un mois de vacances locatives si vous êtes dans une zone non tendue avec des jeunes actifs. Si vous êtes en zone tendue ou pas, mais avec des étudiants, prenez plutôt 2 mois. Et si vous êtes en zone tendue sans étudiants, avec des jeunes actifs, prenez 0 mois, c'est pas la peine, en zone tendue, ils font la queue. On a un rappel des revenus BIC bruts, un rappel des charges non amortissables la première année. On a un pourcentage de révision des loyers annuels. C'est un pourcentage qu'on peut changer à notre guise en fonction de l'IRL, en fonction de l'évolution de l'IRL, que vous pouvez trouver sur le site de l'INSEE. Le montant immobilier à amortir, c'est la valeur vénale, c'est-à-dire c'est l'estimation faite par une agence après travaux de votre bien. Le montant mobilier à amortir, c'est les travaux plus les équipements plus l'ameublement. Donc en fait c'est le travaux financés par le prêt et autres dépenses amortissables. C'est la somme des deux. La date de mise en location, vous devez la modifier et mettre la date de signature chez le notaire ou bien la date de première facture engagée si vous détenez déjà le bien. Le nombre de mois loués, c'est le nombre de mois où vous allez toucher un loyer dans le premier exercice, et ça dépend du tableau d'amortissement, c'est la petite coche s'il y a un loyer. Le revenu BIC brut, premier exercice, c'est le CA prévisionnel du premier exercice, donc c'est en fonction également du nombre de mois loués. Le nombre de jours non amortis sur l'année, c'est fonction de la date, c'est le nombre de jours qui s'écoulent du 1er janvier 2020 au 20 février 2020 par exemple ici, et c'est un nombre de jours non amortis, donc vous allez amortir la première année sur les jours restants, c'est un prorata. Ensuite on a un rappel de l'année de départ, on a un taux de placement du cash flow qu'on a fixé à 4% si vous voulez placer votre cash flow ou une partie du cash flow, et la valeur initiale du placement, puisque dans le prévisionnel on va aussi tenir compte du placement. Et là, c'est des champs pour enchaîner les biens immobiliers. On verra ça dans une vidéo dédiée à l'enchaînement. Dans l'onglet paramétrage, on a tout ce qui correspond aux valeurs légales. Donc les tranches d'imposition de l'impôt sur le revenu, les tranches d'imposition de l'impôt sur les sociétés, les taux de cotisation, les seuils, le paramétrage de l'URSSAF qui correspond à l'ancien RSI, une doctrine d'amortissement de l'immobilier, une plage d'amortissement des travaux et du mobilier. Ça c'est en fonction de vos factures, c'est pour amortir les dépenses amortissables supplémentaires qui ne sont pas financées par le prêt bancaire. Donc là vous allez faire en fonction de ce que vous payez, et la durée, par contre, la durée c'est quelque chose de bien défini fiscalement. Vous trouvez ça sur le site des impôts, vous pouvez trouver, si vous cherchez dans Google durée d'amortissement mobilier, vous allez trouver des exemples, et vous allez voir qu'un canapé c'est 6 ans, l'électricité c'est 15 ans. Ça vous permet ici de gérer finement vos factures en plus du prêt immobilier. Et là il y a une petite calculette pour calculer un amortissement au prorata en fonction d'une date et d'un prix de vente, en reprenant la doctrine fiscale d'amortissement immobilier, qui est ici à gauche.
Le paramétrage, il n'y a qu'une seule chose à modifier en fonction de vos dépenses, c'est l'amortissement mobilier plus travaux. Le reste, ça bouge pas et ça sera mis à jour par mes soins ou par vos soins si vous le souhaitez en fonction des publications légales. On va passer au prévisionnel de l'impôt sur le revenu. On va regarder ici, ce tableau-là, on a une ligne par année d'exercice. Donc la première ligne, c'est la première année d'exercice, c'est l'année de l'achat ou l'année de la mise en location. On a ensuite les parts fiscales. Si vous avez des événements familiaux, vous allez les inscrire ici, vous allez mettre les modifications de parts fiscales. Par exemple, en 2021, vous avez prévu de vous marier, il y aura donc 2 parts fiscales, et ça va le propager jusqu'au reste. Si vous prévoyez un enfant en 2022, en 2022, vous allez prévoir 2,5 parts fiscales, et ça va vous recalculer l'impôt automatiquement. Bon, ne faites pas des enfants pour éviter l'impôt, c'est pas le but. On continue avec la valeur nette comptable projet. La valeur nette comptable projet vous permet de calculer la plus-value et l'impôt sur la plus-value à la revente. Le revenu d'activité, c'est vos revenus hors location meublée. Les revenus BIC sont les revenus BIC location meublée uniquement. Les charges, les amortissements sont imputés sur les revenus BIC et ça vous donne l'assiette fiscale. Cette assiette fiscale, c'est la base de calcul pour l'impôt. Pour les prélèvements sociaux et pour l'URSSAF. Donc, ensuite, on a l'assiette fiscale du foyer, en tenant compte uniquement des revenus d'activité, la tranche marginale d'imposition du foyer, l'imposition sur le revenu du foyer uniquement, sans les locations, sans les loyers. On a ensuite les prélèvements sociaux qui sont basés sur l'assiette fiscale. On a l'URSSAF, basé sur l'assiette fiscale. Si vous êtes LMNP, il n'y a pas d'URSSAF. Si vous êtes LMP, c'est encore sujet à débat. Ensuite, il y a le taux de prélèvement qui est recalculé après en fonction de toutes les cotisations. Donc là, vous êtes à 28,20 dans l'exemple parce qu'on a 11% plus 17,2 de prélèvements sociaux. On a l'impôt total sur l'IR qui est la somme de l'impôt du foyer plus les prélèvements sociaux plus l'URSSAF. Voilà, ça fait l'impôt total, tout confondu, du foyer. On passe ensuite sur le cash flow net, c'est-à-dire avant impôt. Ça, c'est le cash flow généré chaque année avant impôt. Ici, on a le cash flow généré chaque année après impôt. Donc, on a déduit les impôts. On a le cash flow ensuite en cumulé, net. On voit qu'au bout de 3 ans, vous allez faire 11 388 dans l'exemple euros de cash flow cumulé. Si le cash flow est placé à 4%, voilà, on va grossir les chiffres petit à petit. Et ça fait des intérêts composés, parce que les intérêts sont recapitalisés. Et donc là, c'est intéressant de voir sur le long terme comment on peut optimiser ça. Notamment avec un prêt in fine, par exemple. Le cash flow mensuel net, c'est la même chose, mais divisé par 12. Et là, pour la première année, c'est pas divisé par 12, c'est juste sur les mois mis en location. On a ensuite le régime, qui est calculé automatiquement. Il est déterminé en fonction des seuils. Si vous dépassez 23 000 € et que vous gagnez plus avec votre activité de loueur en meublé qu'avec vos autres revenus, eh bien vous passez à l'MP. Là, c'est pas le cas. Ici, on a les reports annuels. Les reports annuels, c'est des réservoirs fiscaux. C'est ce qui permet de déterminer ce qu'on va reporter l'année suivante. Donc voilà, une fois qu'on a tout déduit cette année-là, la première année, on a imputé ça, et voilà ce qui reste à la fin de l'année à reporter pour l'exercice suivant, pour l'exercice 2021. En 2020, il reste ça à imputer pour 2021. Ici, on a les réservoirs annuels, on a les charges générées de manière annuelle. Donc là, la première année, on a généré ça de charges non amortissables, avec les frais de notaire, et ça de charges amortissables. Ensuite, on va générer ça de charges non amortissables, et ça de charges amortissables, et ainsi de suite. Et là, on reprend l'historique. Donc là, pour l'exercice 2021, le 10 176, il inclut les 4 708 qui n'ont pas été consommés sur l'exercice 2020. Et là, le 12 277 inclut les 5 687 qui n'ont pas été consommés sur l'année 2020. Et ainsi de suite. Voilà. Ça fait une réserve de déduction comptable qui va venir qui va venir s'imputer chaque année. Et là, on a enfin le bloc de colonnes qui permet de prendre en compte cet investissement pour un nouvel investissement. Donc ça va créer un investissement existant pour un nouvel investissement, mais ça, on verra comment on s'en sert dans une autre vidéo.
Pour ce qui est de l'impôt sur la société, on va avoir le même type de tableau, donc un exercice par ligne, avec toujours la valeur nette comptable, c'est la même. Le chiffre d'affaires brut, c'est l'équivalent du revenu BIC en loueur meublé non professionnel. Les charges imputées, les amortissements imputés, c'est exactement le même principe. Le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est l'équivalent de l'assiette fiscale en nom propre. L'impôt total IS, qui a été calculé en fonction du résultat d'exploitation. La tranche marginale d'imposition en fonction du résultat d'exploitation. Le taux moyen d'imposition en fonction de l'impôt et du résultat d'exploitation, puisque là, l'impôt total IS tient compte des réductions d'impôt, donc on peut avoir moins de 15% bien sûr. S'il n'y avait aucune réduction d'impôt, c'est-à-dire si on n'adhère pas à un CGA, on aurait 0 ou 15%. On a 0 tant que le résultat d'exploitation est à 0, et on est directement à 15 dès le premier euro. Ensuite, l'excédent brut d'exploitation, c'est l'équivalent du cash flow net de charge, mais brut d'impôt. Donc, on va avoir la déduction des impôts, et ça va faire le cash flow annuel net. Et on va avoir la même chose en cumul, et la même chose en cumul placé à 4%. Et enfin, le cash flow mensuel net généré par exercice. Ensuite, les colonnes sont les mêmes que pour le nom propre, avec les réservoirs fiscaux, les reports et les colonnes servant à paramétrer un investissement existant. Voilà, maintenant vous allez pouvoir commencer à vous en servir, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur WhatsApp, par Messenger, je suis disponible, par email également. Voilà, je vous apporterai la réponse au maximum dans quelques jours, et n'hésitez surtout pas. Si vous avez des sujets, des questions ou des remarques par rapport à l'outil, ou même sans rapport à l'outil, des remarques d'ordre général, je peux aussi vous répondre au travers d'un article dans le blog, et ça peut être, du coup, là ça va prendre plus de temps parce que ça nécessitera un travail en profondeur. Et voilà, mais je serai ravi de répondre à vos questions. Bonne utilisation et à très bientôt.